Le Médoc est un de ces pays de France qui agitent des légendes comme des remulgues immondes. Analphabétisme, alcoolisme, violence, inceste, arbre généalogique circulaire. Je suppose que toutes les régions en possèdent des territoires perdus, enclavés, que rien ou fort peu ne vient déchirer. Le canard local se fait écho suffisamment souvent de ces affaires pour qu'on n'oublie pas ce qui dort, sans doute aussi mal que nous ici, dans une misère qui tait son nom. De là, la traversée des villes et villages ressemble à une campagne où les routes fendent en deux quelques maisons qui de force dessinent ainsi une rue, au-delà de laquelle il n'y a rien, ni espoir, ni salut, ni damnation, juste du même dupliqué sur du même, dupliqué sur du même. Dans le Médoc, ce même, c'est de la vigne, décor constant avec celui des forêts et des broussailles, des ceps alignés comme pour la revue et au pied desquels il y a un mois de cela à peine, on allumait des feux pour les protéger du gel, des pieds qui menacent de crever dans les chaleurs estivales intenses qui ne manqueront pas d'arriver bientôt. Je passais ainsi, dépassant l'Istrac et Saint-Laurent. C'est à l'Espar que je m'arrêtais, une grosse heure après avoir commencé mon trajet. Juste le temps de passer dans un café, prendre un mauvais chocolat et un croissant rassis, espérant que la brûlure, le gras et le sucre m'aideraient à lutter contre la torpeur alanguie qui menaçait de me submerger. Il pleuvait encore. Le tenancier du bar s'intéressait à moi comme à son premier café. J'affectais de lire les nouvelles du jour pour faire semblant de me donner une contenance, mais je repris rapidement la route, toujours aussi fatigué et un petit peu plus anxieux encore. L'horloge de la voiture m'annonça 11h10 quand je rouvrais les yeux quand je rouvris les yeux devant l'office de tourisme du Verdon. Les vignes s'étaient changées en sable et je n'avais pas fait très attention à la route. J'allais me faire confirmer au bureau ce que je savais déjà et ils m'invitèrent à faire 100 mètres de plus pour arriver jusqu'au bâtiment du ferry, ce que je fis de rechef, et j'en profitais pour acheter un billet pour le prochain bac qui, par chance, n'était pas complet. L'employé, un jeune homme du cru aux cheveux bouclés, me conseilla de ne pas trop m'éloigner et même d'avancer ma voiture jusqu'à l'embarcadère. Il fallait se présenter en avance pour être sûr d'être à l'heure. Il avait l'air sympathique, je choisis de lui faire confiance. L'embarquement, 25 minutes plus tard, se déroula sans encombre, même si je dus réprimer un moment de panique intense quand un marin m'intima de descendre de ma voiture. Une petite salle était prévue pour nous abriter de la pluie tenace, et un regard sur la rivière m'indiqua que la marée était descendante, ce que le marin eut l'amabilité de me confirmer. Néanmoins, je ne traînais pas sur le pont, et aussi vite que possible allais me réfugier dans la salle. Nous étions fort peu, une jeune femme et son partenaire, qui ricanaient en se bécotant joyeusement, une famille un peu timorée dont les parents poussaient des soupirs, des grognements d'agonie, envers ou à cause de leurs 4 enfants, dont 2 œillaient émerveillés, un couple de femmes dont ils cherchaient à faire sens dans leur petit monde, un vieux monsieur en caban bleu et à la barbe blanche tachetée de nicotine et de goudron, et moi. Je m'installai dans un coin, m'emmitouflai dans mon manteau et fermai les yeux. Je fus réveillé par une voix dont je compris après quelques secondes pâteuses qu'elle me demandait si je voulais quelque chose à boire. Je refusai poliment et regardai autour de moi. Le mouvement du bateau, tangage ou roulis, je ne sais plus, que je n'avais pas ressenti tout à l'heure, me saisit et je me sentis mal. Je me redressai pour tenter de reprendre des repères, mais ou la fatigue ou le mal de mer, ou les deux, je ne sais pas, n'étaient pas d'accord, et je me sentis perdre l'équilibre. Une main secourable me retint et me stabilisa. Je m'accrochai un instant à la silhouette, puis réussis à me tenir droit seul. Je remerciai sincèrement mon sauveur, un grand homme au teint de bronze
qui affichait un petit bouc impeccablement taillé au-dessous de dents irréprochables et superbes. Il me demanda si c'était la première fois que je passais le bac et prenais la mer d'une certaine manière, et j'allais lui répondre quand un spasme m'interrompit. Je courus aux toilettes où disparurent chocolat et croissant. La traversée dure une vingtaine de minutes. Je crois que j'en passais 19 penché au-dessus de la cuvette, d'horribles déchirements de gorge me remontant chargés de bile depuis l'estomac. C'est seulement quand le navire cessa de bouger tout à fait que je réussis à sortir. Un des enfants de tout à l'heure, l'air contrit, me tendit une bouteille d'eau en me conseillant de bien m'hydrater et s'enfuit. Je restai hébété un temps, puis réussis à rejoindre ma voiture et à débarquer. Je ne conduisis pas longtemps. Dès que je trouvais une place de parking, je me garais et allais à pied à la recherche d'une de ces brasseries typiques de ces bords de mer où l'on mange assez mal et pour bien trop cher. Et j'en trouvai une qui me délesta d'une trentaine d'euros, mais dont le burger gigantesque me rasséréna. Il était passé 14 heures quand je repris la route. Toujours inquiet, toujours fatigué, mais au moins repu, et espérant ne pas avoir à vomir mon repas comme le précédent. 3/4 d'heure plus tard, la pluie oubliée pour l'instant, j'arrivais devant une haute grille en fer forgé, flanquée de chaque côté par un mur assez imposant, au sommet duquel on avait pris soin de laisser dans le béton des tessons de bouteilles. L'ambiance. Il y avait effectivement un petit mécanisme avec un code que je renseignais, qui fit pousser au portail un lourd tintement métallique, et rien de plus ne se passa. Je restai les bras ballants un moment, attendant que le portail s'ouvre, mais quelques minutes après, le même son, ce tintement métallique, là, retentit. Je finis par comprendre qu'il s'agissait du pène de la serrure qui jouait dans la gâche. Je saisis le code de nouveau, fis passer ma voiture, puis refermai derrière moi. C'était une allée boisée, plutôt une allée perdue dans les bois même, que je remontais prudemment pendant 4 ou 10 minutes jusqu'à arriver devant une grande demeure, sorte de cube de 4 étages, posé là, au milieu de rien, et dont la peinture blanche s'irisait sous le soleil plus tout à fait à son midi. Un homme était assis sur les perrons, qui fumait une cigarette. Il me fit signe d'avancer et de me garer, prêt à repartir, puis m'accueillit, me dit être le garde-chasse de la propriété, un peu l'homme à tout faire finalement. Il me demanda de lui montrer une pièce d'identité, quelque chose qui prouverait qu'il me lirait à Octave, ce que je fis de bonne guerre. Il me rendit mes papiers, me regarda, avant de me demander si j'étais sûr de vouloir rendre ainsi visite à feu mon oncle. Il ajouta, à mi-voix, qu'il valait mieux ne pas déranger certaines choses. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça. En tout cas, je fis mine de ne pas avoir entendu, ce qui sembla le satisfaire.